Bonjour peuple de l'internet et bienvenue dans ce 13e épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné, vous l'aurez deviné, de ma co-animatrice Hélène. Comment ça va vous-tu? Écoute, ça va comme une guerrière. En ce moment, je suis en train de combattre une sinusite, donc peut-être que vous l'entendez à ma voix. C'est comme la première journée où ça va un petit peu mieux là, depuis une semaine. Ah oui, comparativement aux autres journées, je te dirais que c'est vraiment une journée excellente niveau voix de ton côté. Oui, totalement. Là. C'est pour ça qu'on a attendu un petit peu à la dernière minute aussi pour enregistrer. Mais écoute, déjà le 13e épisode, j'espère que ça va nous porter chance, étant donné que le 13, c'est un peu un chiffre malchanceux des fois, mais je pense que ça devrait bien aller. Sauvez-vous pas pour autant, parce qu'on a quand même un épisode très intéressant aujourd'hui, parce qu'on sort nos casques de sécurité et nos gilets orange, parce qu'on va vous parler de construction et d'architecture. Ouais. Non pas qu'on se recycle en menuisier, mais plutôt que moi, je vais vous parler de construction actuelle inutile, tandis que toi, je pense que tu vas nous parler plus de construction future et utile. Ouais, ben en fait, des projets innovants pour la société sur plusieurs plans. Là. Je veux pas trop en dévoiler tout de suite, en fait. On garde ça secret pour l'instant. Exactement. Fait qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, ben on lance le générique, évidemment. Yes, sir. Bienvenue à l'épisode. Hélène. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que j'ai découvert il y a fort longtemps. OK. C'est-à-dire lors de mes recherches pour notre 2e épisode de podcast. Ah, je pensais que t'allais me dire, genre, dans une contrée lointaine, quand t'es allé combattre des dragons pour sauver une princesse. Non, juste pour nous rappeler que, on a encore une fois 13 épisodes aujourd'hui. Donc, pendant mes recherches sur les aéroports, on se souvient dans le 2e épisode, je suis tombé sur un terme que j'avais jamais entendu et qui m'obsède un peu depuis ce temps-là. Une petite obsession, comme certains diraient. Le terme en question était alors utilisé pour décrire l'aéroport international Montréal-Mirabel et le terme, c'était éléphant blanc. OK. Attends, là, je vois pas le lien entre Mirabel et éléphant blanc, par contre. Oui, là, je veux pas dire, d'ailleurs, que je ne sais pas c'est quoi un éléphant, hein, tu sais, je suis pas épais à ce point-là. Non, c'est ça, mais c'est-tu parce que, je sais pas, c'est son surnom, genre, comme un hockeyeur, Maurice Richard, qu'on appelait The Rocket, ou quelque chose comme ça, là, ça a l'air d'un pachyderme, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas que le terme est utilisé pour décrire la forme de l'aéroport qui aurait pu avoir la forme d'un éléphant vu de haut. Le terme éléphant blanc est plutôt utilisé pour décrire plusieurs constructions dans l'histoire qui ont aucune ressemblance avec Dumbo. OK. En fait, il s'agit du nom qu'on donne à une construction de grande envergure et qui, au final, s'avère plus coûteuse que bénéfique et donc l'exploitation ou l'entretien devient un fardeau financier. OK. Donc, notre fameux aéroport Montréal-Mirabel, c'est un bon exemple parce qu'on se rappelle, pour donner un peu de contexte, que c'était à la base le projet chouchou de Pierre Elliott Trudeau, ayant coûté 500 millions de dollars et avec comme ambition de pouvoir éventuellement recevoir 40 millions de passagers annuels. Well, it didn't happen. Exact. Son dernier vol passager a été le 31 octobre 2004. C'est en direction de Paris, d'ailleurs. Peut-être que tu Non, j'étais pas dans ce vol-là. Moi, je partais habituellement en juillet, puis je revenais au mois d'août. Ah, ok, ben c'était en octobre. Fait que non, ça fonctionne pas. Mais donc, un beau pétard mouillé, des grosses ambitions, des coûts énormes et très peu de résultats pour notre bel aéroport. Ce qui fait qu'il entre pas mal dans la description que je viens de te donner du terme. Un éléphant blanc, c'est pas nécessairement quelque chose d'abandonné, là. C'est juste quelque chose qui est pas aussi utile que escompté, disons. Ouais, ben qui coûte beaucoup plus cher que qu'est-ce qu'il rapporte. Un gros projet qui coûte très très cher. Ouais, c'est ça. Le retour sur investissement est très moyen, disons. Oui, exactement. Avant de te donner d'autres exemples d'éléphants blancs qui vont t'aider à comprendre davantage le terme, j'aimerais faire une autre petite parenthèse sur l'aéroport de Mirabel, tant qu'à être là, parce que j'ai découvert des trucs de plus que je n'avais pas parlé dans le 2e épisode. Ben, vas-y, mon chum. Ben, en fait, tu sais probablement que l'aérogare a finalement été démoli en 2014 à Mirabel. Mais savais-tu qu'avant ça, il y avait un projet pour le convertir en quelque chose d'autre et d'essayer de rentabiliser le bâtiment? Ben, je le savais pas, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que on est dans une société capitaliste, hein, fait que... Ben, quand t'as dépensé 500 millions dans une grosse bâtisse, t'aimerais ça qu'elle serve à quelque chose. Exactement. T'sais. Donc, en 2000... Le centre Vidéotron. Ah ben, hey, tu me devances un peu, toi. Oh, excusez. Je m'étais... Vas-y. Non, mais c'est en effet un éléphant blanc. Oui. Le centre Vidéotron, on pourra en parler un peu plus tard. C'est bon. Mais en fait, pour l'aéroport de Mirabel, en 2006, un consortium français avait proposé de transformer l'aérogare en centre récréo-touristique. OK. Le nom du projet, c'était Rêve Port.
Rêve-port? Oui, comme port, comme aéroport. Mais mon rêve-port. Fait que déjà là, ça commençait mal, tu sais. Mais c'est ça, mais comme ça proposait quoi comme genre d'attraction touristique, mettons? Leurs ambitions, c'était de créer une destination de rêve festive et culturelle sur un fond de haute technologie pour les cités. Ok, c'était genre un club med numérique, mais à Mirabel. Genre, dans le fond, ça incluait un cinéma, une salle de spectacle, une plage intérieure, un sauna, un aquarium géant incluant des tunnels de 150 mètres de long. Mais le best, c'est ce qu'ils appelaient un futuroscope permettant, et je cite, de voyager dans le temps et de rencontrer des extraterrestres. Hey, crime, la station de ski intérieure de Dubaï peut aller se rhabiller. Oui, mais en fait, je me suis rendu compte que Futuroscope, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà en France, dans la ville avec le nom le plus français possible, Chasseneuil du Poitou, près de Poitiers. En Poitou-Charentes, probablement. J'imagine. C'est près de Poitiers. Ben, il me semble Poitiers, c'est en Poitou-Charentes. Ben, j'imagine. En tout cas, c'est chaud. Encore là, c'est un nom de département très français. Chasseneuil du Poitou, là, en tout cas. L'endroit en question inclut des activités telles que danse avec les robots. Oh mon Dieu, je pensais que t'allais dire danse avec les stars, mais... Non, c'est danse avec les robots. C'est mieux. genre un bras qui fait bouger. Dans le fond, tu t'assois dans un genre de gros bras mécanique qui bouge. Fait que ça, apparemment, c'est danser comme avec des robots. T'es-tu juste assis ouais, mais tu sais, c'est comme ça. Ou c'est comme un pantin, là, puis ça te fait bouger un petit peu. Non, si seulement c'était cool comme ça. Non, c'est vraiment juste comme, imagine un bras, tu sais, dans une usine d'auto, là, comme on voit, là, qui fait juste... Ouais. Sauf que là-dessus, en haut, il est attaché à un siège, comme de manège, qui brosse de gauche à droite, en haut, en bas, là, par en avant. C'est à l'air vraiment absolument terrible. Hey, c'est le fun, la nouvelle version de Just Dance oui, non, mais la vision du futur en France est différente de la mienne. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres attractions comme Objectif Mars et la machine à voyager dans le temps qui sont essentiellement des IMAX avec des bancs qui bougent. Là, okay. Donc, ça, c'est le futuroscope qui te permet de voir le futur. Faut quand même se remettre en contexte que là, tu disais c'était en 2006. Les activités que je te dis là, c'est les activités actuelles de Futuroscope. En France. Ah, ok, ouais. Fait que, ils sont restés en 2006. Ils sont restés installés là. Mais bon, je sais pas à quel point il y a des gens qui y vont aujourd'hui. Anyway, si on revient à notre aéroport, les promoteurs du projet ont finalement annoncé en août 2009 qu'ils renonçaient au projet à cause de la crise économique de 2008. Ah, mais là, rêve-port. Mais oui, on n'aura pas eu de rêve-port. Le futur ne sera jamais rendu à Mirabel. À la place, l'aéroport a continué de servir à rien jusqu'en 2014, où le conseil d'administration d'Aéroports de Montréal ont déterminé que l'aérogare était désormais désuète et que son potentiel de récupération à des fins commerciales autres qu'aéroportuaires était quasi nul et économiquement injustifié. Ça l'a donc mené à sa démolition. Aucune possibilité de pouvoir récupérer un peu d'argent désormais pour notre éléphant blanc. Donc là, je m'attarde sur cet éléphant blanc québécois-là, mais comme on a mentionné un peu avant, ben c'est pas le seul, malheureusement, au Québec. Mais j'ai une petite question avant. Ouais. Y a-t-il une raison pourquoi on dit que l'éléphant, il est blanc, ou tu vas y venir plus tard, tu n'as pas trouvé la réponse à la question, je te devance, je sais pas... T'es exactement un pas en avant de chacun des trucs. Ah, bon, ben, ok. Donc, j'ai pas lu son texte trop dans la vite. gang, là, Genre pour comme... D'après moi, c'est un signe que ta sinusite est finie, là, parce que... non, écoute, les Tylenol sinus, là, ils kick in, là. Ouais. Non, mais je m'attarde sur un éléphant blanc québécois, depuis tantôt. Mais c'est pas le seul. T'en as mentionné un. Oui, le centre Vidéotron. Le centre Vidéotron. À Québec. Et dans le fond, selon la liste exhaustive sur Wikipédia de 24 éléphants blancs à travers le monde, il y en a un troisième au Québec. Le stade olympique? Oui, exact. Oui. Pour une raison mystérieuse, on aime vraiment dépenser l'argent dans le vide au Québec, tout pour ne pas investir dans le système de santé, j'imagine. Ah ben c'est pas vrai, ça a servi de centre de vaccination. Bon, ok, les vaccins, s'ils avaient été payants, peut-être que ça aurait rapporté de l'argent, là. Il n'aurait pas fallu que ce soit payant. Non. Bon, parlons justement un peu de ce fameux stade olympique, rapidement, construit en 1976 pour les Olympiques. Hein? Non, pour vrai? Je te le dis. Ben voyons donc. Le stade olympique, c'était pour les Olympiques. Hey, impossible. Attends, là, je pense que je viens d'avoir mon rhume, il vient de monter au cerveau, là. À la base, le stade, il a coûté la coquette somme de 850 millions de dollars. Puis 850 millions de dollars dans les années 70, j'imagine? Oui, dans les années 70. Puis à ce moment-là, la tour n'était pas construite, puis c'était encore à ciel ouvert. Là. Sais-tu combien ça a coûté le stade à ce jour?
Je sais que c'est dans les milliards, mais je sais pas. Vite de même, je dirais 2-3 milliards, là, quelque chose comme ça. Ouais, ben selon des données de 2018, le stade aurait coûté 2,09 milliards en capital et 1,43 milliards en frais d'intérêt pour un total de 3,52 milliards. Tabarnouche, ok. Soit à peine 20 fois plus qui était prévu à la base par Jean Drapeau, là, à peine un gros montant. Puis on s'entend, c'est pas le CF Montréal et les Monster Truck une fois par année qui font que de ça un merveilleux investissement. J'aurais dit pendant une seconde, c'est quoi ça, le CF Montréal, mais je me suis rappelé que c'était l'ancien Impact, mais... Moi, j'avais écrit Impact à la base, puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas le terme. T'sais. Ouais, mais mettons que ce nom-là, il y a moins d'impact, justement. Mais bon, ça... Je suis sûr que ça a déjà été fait, malheureusement. Ah, c'est sûr et certain. Mais, ouais, non, c'est ça, c'est pas... Écoute, peut-être qu'on n'aurait pas de crise de logement, hein, si on n'avait pas construit ce stade-là et dépensé des milliards de dollars, mais ça... En même temps, à côté, il y a les résidences qui servaient aux Jeux Olympiques qui sont maintenant des appartements, donc... Anyway. Ouais, mais ils coûtent super cher, ouais, ces non, appartements-là. Ben oui, mais c'est pour payer le stade. Donc, sinon, le centre Vidéotron, l'autre babard national, comme tu l'as dit, son coût est beaucoup moins astronomique, mais c'est quand même 370 millions d'investis dans l'espoir d'avoir une équipe de la LNH et des Jeux Olympiques en 2026 pour finalement héberger les remparts et un spectacle d'Isabelle Boulay. T'sais. Mais est-ce qu'il est moins astronomique que celui du potentiel Futuroscope? Sûrement beaucoup plus cher que le Futuroscope, là, je l'espère, là, mais en tout cas, de toute façon, c'est ça, hein, c'est un gros stade pour pas grand-chose à Québec. Mais Régis Labon m'a vu un petit peu trop grand. Exact. Mais bon, c'est bien beau de savoir que le gouvernement utilise notre argent aussi intelligemment que Kevin qui commande des bouteilles de champagne dans un club pour essayer d'impressionner de la petite. Mais je sais ce que tu veux savoir, c'est ça vient d'où le terme éléphant blanc? T'sais, tu m'as déjà demandé, fait que là, maintenant il faut que je te réponde, ben sinon, maintenant, pourquoi je parle? Ben ça va être longtemps comme épisode. Mais non, mais là je te l'explique là. Ok, c'est bon, vas-y. Donc, premièrement, on est d'accord qu'un éléphant à la base c'est gris. Oui. Bon, ça c'est réglé. Ben, il y en a peut-être de d'autres couleurs, je sais pas. Ben oui, il existe bel et bien des éléphants blancs. C'est-tu des éléphants albinos ou... Je te le dis, t'es trop forte pour la T'es ligue. Sérieux? Oui, c'est vraiment juste des éléphants albinos à la base qui sont originaires d'Asie. Courte parenthèse d'ailleurs, parce que je me posais la question en faisant mes recherches. Tous les mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles peuvent souffrir d'albinisme parce qu'il s'agit d'un déficit de production de mélanine et tous ces animaux-là peuvent en faire. Donc, tous les animaux ont le potentiel d'être albinos. Fait que les seuls qui peuvent pas, c'est genre les poissons? C'est les insectes. Non, les poissons, ils peuvent... Ah, les poissons, ils peuvent. Ok, non, parfait. Les insectes peuvent pas être albinos, tout simplement parce qu'ils ne produisent pas de mélanine. Hey, t'imagines une fourmi albinos, puis on y met une petite loupe dessus, là, comment qu'elle va griller sur un temps? Ouais, mais là, c'est blanc au lieu d'être noir, fait que ça, le soleil tape moins. Ah, je sais pas. Je sais pas, faudrait... Ça produit moins de mélanine? Mais non, mais ça n'en fait pas de mélanine, les insectes. C'est ça que je viens de dire. Mais ça n'en produit pas versus ceux qui en produisent. Non, c'est juste que leur couleur n'est pas faite par la mélanine, c'est par autre chose. Donc, il peut avoir des mutations génétiques qui affectent leur pigmentation, mais c'est pas le même terme qui est utilisé. Je comprends. Donc, fin de la parenthèse, bien que tous les animaux peuvent être albinos, ça change pas le fait qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement rare pour toutes les espèces, l'éléphant inclus. Ouais. Leurs raretés en font un joyau inestimable d'Asie et leur couleur particulière est perçue comme une manifestation visuelle de leur origine divine et qu'ils seraient dotés de pouvoirs magiques. Donc, oui, il n'y a pas que la vache qui est sacrée en Inde, mais les éléphants blancs aussi. Dans la religion hindouiste, le dieu Indra se promène justement à dos d'un éléphant blanc du nom de Airavata. OK. Et qui, selon les représentations ou les écrits, aurait entre 3 et 33 têtes. Donc, l'éléphant, ça? Oui, l'éléphant. OK. Comme quoi, ben, les écrits religieux peuvent être pas toujours des sources fiables, mais tout ça pour dire que le dieu se promène sur un dos d'éléphant blanc, donc c'est quand même une signification religieuse hindouiste. Non, il est pas de la plèbe, là. Il se promène pas en Uber, là. C'est ça. Ça n'existait pas dans le temps, je pense, d'Indra non plus, mais bon. Tu sais pas. Peut-être c'est lui qui a inventé ça, c'est peut-être le dieu du Uber. Peut-être son éléphant s'appelait Uber. Non, il s'appelle Airavata. Ouais, mais peut-être que ça veut dire Uber en français. Peut-être. L'éléphant blanc est aussi représenté dans le bouddhisme, alors que la mère de Bouddha aurait rêvé d'un de ses éléphants qui lui aurait offert une fleur de lotus pendant qu'elle était enceinte de Bouddha. Okay. Donc, ça a une signification de pureté au niveau du bouddhisme. Donc, l'animal étant vénéré à travers l'Asie, il n'était pas permis de faire travailler ces pauvres petits animaux sans défense.
Ben, avec défense. Ouais, parce qu'on n'avait pas encore volé leurs cornes. Exact. Surtout qu'il faut pas toucher aux éléphants blancs parce qu'ils sont trop purs. Ouais. Par contre, l'humain, n'étant pas capable de simplement admirer une belle chose sans se dire « faut que ça soit à moi », les éléphants blancs sont éventuellement devenus des cadeaux prestigieux que les princes indiens s'offraient mutuellement. C'est un peu comme l'ancêtre des influenceurs qui se filment en train de donner une Tesla à leur ami Kevin qui s'achetait justement des bouteilles de champagne un peu plus tôt. Ben, ou juste un cadeau d'hôtesse, là. T'arrives, tu vas souper chez des amis, puis tu leur offres un éléphant à la place d'une bouteille de vin. Semblable à ça, mais tu sais, dans le fond, c'est juste que c'est des princes riches qui se donnent des éléphants. L'affaire, c'est que si on regarde l'allégorie de la Tesla et de Kevin, Kevin, il a beau avoir beaucoup d'abonnés par la bande de son ami influenceur, mais il travaille bien juste comme caissier chez Tim Hortons, tu sais. Fait que quand sa Tesla va briser, il va pas être capable de se payer la pièce au concessionnaire. Non, mais il est capable de se prendre des Timbits. Oui, mais tout ça pour dire que c'est pas viable monétairement pour lui d'avoir une Tesla. Ouais, ok, je comprends. C'était la même chose pour les princes. C'était bien beau de recevoir l'éléphant en cadeau, mais c'est pas tous les princes qui ont la même fortune et le cadeau était un peu empoisonné. En ayant l'obligation de bien traiter l'animal et de ne pas pouvoir le faire travailler, il était bien beau à voir, mais il fallait le nourrir, là, cet animal-là. Il était dispendieux. Ouais, c'était plus un fardeau qu'autre chose, en fait. C'était plus un fardeau, surtout si t'avais pas tant d'argent que ça. C'est pas tout le monde qui peut se payer la bouffe d'éléphant. Oui, certainement. Aujourd'hui, on a repris le terme éléphant blanc au sens large pour décrire des réalisations pratiques à la base, mais complètement inefficaces économiquement pour décrire des réalisations fantaisistes ou irrationnelles. Donc, tu sais, c'est irrationnel de vouloir avoir un éléphant blanc chez vous, juste pour faire beau, puis dire, regardez comment je suis noble et riche, j'ai un éléphant blanc, mais si au final, t'es pas capable de te le payer, c'est pas logique. Ouais, je comprends. Donc, c'est comme ça que ça a évolué vers l'Ouest. C'est plus un terme américain, le terme éléphant blanc pour des bâtisses, mais ça a évolué vers cette expression-là pour dire quelque chose de cher qui sert à pas grand-chose. Ah, l'appropriation culturelle quand tu nous tiens. Exact. Ça peut englober des travaux qui n'aboutissent jamais, des échecs techniques ou économiques, comme ça entraîne des coûts trop élevés, soit dans leur réalisation, leur exploitation, ou bien dans leur entretien pour ce qu'ils nous donnent en retour. Les trois caractéristiques principales d'un éléphant blanc, pas l'animal, mais la construction, c'est qu'ils sont d'une inutilité pratique plutôt évidente dès le début, comme l'animal l'était pour les princes qui pouvaient rien faire avec eux. Ensuite, leur entretien est une charge financière évidente, sans retour, rendant donc ceci juste désagréable à faire. Si tu dois entretenir une bâtisse qui te sert à rien, mais tu fais juste dépenser dans le vide. Et finalement, et le plus important, c'est qu'il est plus ou moins impossible de s'en débarrasser pour des raisons de fierté ou de prestige. Imagine ce que les gens disaient si tu te débarrassais de ton éléphant prestigieux, de quoi t'aurais l'air. Tu te fais offrir ton bel éléphant, puis tu fais genre comme moi, je peux pas m'en occuper, fait que tu leur pitches dehors. Là. Ils vont faire, ben voyons donc, ce prince-là, il a pas de bon sens. T'sais. Fait qu'ils doivent garder leur éléphant. Puis c'est la même chose de notre côté. On a juste à regarder les commentaires négatifs que le gouvernement a reçus quand ils ont finalement démoli l'aéroport de Mirabel. Imagine aussi la critique qu'ils recevraient s'ils décidaient de détruire le stade parce que genre monétairement, ça n'a plus de bon sens. Ben c'est ça, je me suis dit peut-être que Denis Coderre, c'était dans son programme électoral, puis c'est pour ça qu'il a pas été réélu. Oh wait, non, c'est Denis, fait que il y a plein de raisons pourquoi il a pas été réélu. Plein de projets de marde pour Denis. On a juste à penser au parc Jean Drapeau, justement, qui a asphalté à grandeur puis qui est juste absolument horrible aujourd'hui. Ouais, ou au couvre-feu à 20h qu'ils voulaient mettre dans les parcs, là. Ouais, non, mais là, ça, c'est une autre histoire. Ça reste, c'est Denis. Ça reste Denis, on l'aime bien. Mais bon, on l'aime bien de très loin. Comme je dis, pour le stade, c'est un peu un damn if you do, damn if you don't. T'sais, si tu le gardes, ben ça coûte cher, le monde chiale. Si tu le détruis, le monde va chialer encore plus. Fait que t'as comme pas le choix de continuer à l'entretenir. Donc, mais y aurait-tu moyen, mettons... Ben, il faut trouver une façon de faire de l'argent avec, c'est-à-dire mettre ton équipe de soccer puis un spectacle de temps en temps ou de la vaccination, là, c'est à ça. Tu sais, parce que je veux dire, le Centre Bell, c'est cool, mais un spectacle au stade olympique, ça doit être quelque chose aussi, je sais pas. Le Monster Truck, c'est très cool. Je sais pas, je suis jamais allé au Monster Truck. Non, mais je pense qu'il y a l'insonorisation, quoi que ce soit, mieux au Centre Bell, fait que t'as choisir entre les deux. Tu sais, si on n'avait pas le Centre Bell, sûrement le stade serait plus utilisé, mais si t'as le choix entre les deux, voilà. J'ai l'impression qu'on est tellement pas fort en... Mais c'est pas juste besoin de sport, Non, mais pour un stade, tu sais, mettons, on est reconnu pour le hockey, puis tout ça. Ouais, mais on avait les expos, mais on les a plus depuis avant ma naissance, fait qu'on s'entend que moi, je connais pas... Je sais pas, man, j'avais quel âge? J'ai déjà été voir les expos, fait que quoi. Hey, j'ai une sinusite, ok? Ouais, finalement, genre, t'as ça utilisé pour deviner d'avance que j'allais te parler. Donc, d'ailleurs, t'es-tu capable de deviner qu'est-ce que je vais te dire maintenant?
Tu vas m'en présenter d'autres. Oui, parce Yes! que, tu sais, là, on parle de nos décisions terribles au Québec, mais on va se remonter le moral un peu en se disant, il n'y a pas juste nous qui construisent des affaires qui servent à sweet fuck all. Ben oui, quand on se compare, on se console. Exact. Donc, j'en ai 4 à te présenter. Ok. Le premier dont j'aimerais te parler, c'est le South China Mall, situé à Dongguan, en Chine. Mhm. Celui-ci a été construit en 2005, puis c'était alors le plus grand centre commercial au monde. OK. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Il y en a un plus grand, le Iron Mall, je pense, si je me trompe pas. Sais-tu il est où? J'imagine en Iran. Je vais pas regarder tant Ouais. que ça. Ici, Will au montage, c'est effectivement en Iran. OK, bye! Donc, le South China Mall fait 7,1 millions de pieds carrés, ou si tu préfères en mètres carrés, 659 612 mètres carrés, et peut abriter 2350 magasins. OK. Petit problème, par contre, c'est qu'en 2011, 98% des espaces étaient encore vides. OK. Il y avait 47 commerces qui étaient ouverts dans le centre d'achat. Parce qu'il n'y a pas plus que 47 marques ou... Non, c'est pas juste se le que permettre? c'était un peu à l'extérieur des grandes villes, puis les gens voulaient pas se déplacer, puis les compagnies voulaient pas investir là, donc seulement 2% des endroits étaient utilisés. Oh mon Dieu! Et ce, 6 ans après la construction du centre d'achat. Ok, mais c'est le centre Laval de la Chine, là? Oui, mais le centre Laval, lui, il peut rentrer, je sais pas, comme une soixantaine de commerces. Lui, il en rentre 2350, tu sais. Oui, mais t'es-tu déjà allé au centre Laval? Oui, je sais que c'est triste, mais... C'est un cimetière. Mais ce mall-là, il a comme surnom le Ghost Mall. Parce que Comme le centre Laval. Non, mais là, c'est pire, là, Hélène, quand même. Tu sais, c'est comme si le centre Laval, il y avait juste le Dolorama. Non, c'est même pas un Dolorama, c'est un Rossi, je pense qu'il y a. S'il y avait juste le Rossi. Juste l'allée 4 du Rossi. C'est ça. C'est l'équivalent de ça. Donc, apparemment, il serait plus occupé aujourd'hui, mais j'ai checké plein de sources, puis personne n'est capable de dire de chiffre officiel. Fait que même s'ils sont rendus à 1000 commerces, il est quand même à moitié vide, ça n'a pas de bon sens. La deuxième construction inutile du jour, c'est le pont de l'île Rouski en Russie. C'est le plus long pont à haubans au monde, puis il a été inauguré en 2012. OK. Il fait 3,1 km de long, puis il a coûté l'équivalent d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens. Le petit détail important à savoir ici, c'est que le pont relie la ville de Vladivostok et l'île de Rouski, Oui. mais cette île-là a une population de 5000 habitants. Ben, je pensais que ça allait être pire, pis t'allais me dire, il y a comme juste une petite maison fucking éloignée à 50 km de là, pis oui, mais personne... je comprends bien, là, mais je suis sûr que ces gens-là sont reconnaissants de pas utiliser un traversier, mais ça revient quand même à 260 000 par habitant, là. Ah, c'est sûr. C'est un petit peu abusé, mettons. C'est une maison. C'est- Ben, plus aujourd'hui. Oui, non, mais c'est le gouvernement qui paye 260 000 pour que ces gens-là puissent prendre un pont, là. C'est pas genre, ça a aucun bon sens, là. Je comprends pas que t'es pas plus Ouais, outré non, que ça. Non, mais je suis... Je suis gelée, OK? Non, mais ça me outre. Je suis outrée. Je sais pas comment on dit, là, d'une autre façon. Mais c'est juste que... Un pont de 3 km de long pour Non, 5 je 000 habitants, comprends. c'est Berthierville. Non, mais je comprends que c'est B-Town. Mais, ouais, non, je sais pas. Ça a aucun sens. Bon, En parfait. effet. Je vais essayer de te rendre plus outré au prochain. Non, On va mais essayer, j'étais outrée, mais c'est juste que... Genre, je m'attendais vraiment à ce que tu me dises comme c'est un pont, pis il y a comme il y a pas de village de l'autre bord, mettons, c'est une île abandonnée ou whatever, là. Pis c'était juste, mettons, pour raviver le tourisme dans cette région-là, ou genre, tu sais, comme justement le village Ben, le plus peut-être proche est qu'ils à ont 50 km. Peut-être qu'ils ont essayé justement de rendre du tourisme au petit village de 5000 habitants, mais veux pas, ça peut pas valoir 1 milliard de dollars, là. Garde ton traversier puis fais juste faire des allers-retours, là, ça vaut pas le plan, là. Tu sais, c'est pas comme si il était coupé de la société, il y avait pas d'autres possibilités, là. Des bateaux, ça existe, là. Non, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, de toute façon, même proportionnellement, en Russie, la population est pas si grande que... Tu sais, je veux dire, t'exportes ce projet-là, mettons, en France, où il y a 66 millions d'habitants, ça coûterait de l'argent, mais... Tu t'aurais un retour sur investissement quand même assez rapidement, là. La Russie a 144 millions d'habitants. Ça vaut pas la peine pour 5000. Ok, ouais, non, j'avoue. Comme le troisième lien ici. Oui, mais pire. C'est pire que le troisième Mais lien. je le sais que c'est pire que le troisième lien, mais reste qu'il y a déjà 2 liens avant. Oui, non, le troisième lien a le potentiel d'être le 4e éléphant blanc du Québec. Tabarouette. Le troisième éléphant blanc dont je voudrais te parler, c'est le palais du Parlement à Bucarest, en Roumanie. Oui. Celui-ci mesure 270 mètres de large par 240 mètres et a une hauteur de
86 mètres. Il contient 1100 pièces réparties sur 12 étages, en plus des 4 niveaux au sous-sol et 2 autres niveaux qui sont pas tant finis. En fait, c'est le deuxième plus gros bâtiment administratif au monde après le Pentagone. OK. Il a été construit en 1984. Les plans ont entraîné la destruction de 520 hectares, soit un cinquième de la superficie totale du centre historique de la ville. Il aura fallu démolir 30 églises et 7000 maisons pour faire la place nécessaire. Bon, à peine ça. Et devine quoi? Il sert à rien. 70% du bâtiment est vide depuis plus de 40 ans. Mais comment ça? Il n'y a plus de parlement? Ils n'ont plus de démocratie? Qu'est-ce qui se passe là, non, en mais Roumanie? c'était dans le temps de Staline qui voulait bâtir des grandes constructions fantastiques après la guerre. Donc, finalement, ben oui, il y a un gouvernement, mais il n'y a jamais assez de monde dans le gouvernement roumain pour occuper ce bâtiment-là. Je veux dire que c'est proche du Pentagone, tu sais, qui sont comme... C'est pas de leur faute s'ils ont déjà le quorum en Roumanie, sacrément. Donc voilà, une autre belle bâtisse inutile. La dernière construction inutile, et non la moindre, t'en as peut-être déjà entendu parler, mais c'est l'hôtel Ryugyong, un gratte-ciel pyramidal de 105 étages situé à Pyongyang, en Corée du Nord. À moins de changements politiques majeurs, aux dernières nouvelles, le tourisme en Corée du Nord est assez bas, hein? Ben, ça dépend. On a vu le Dictature Tour avec, comment il s'appelle, le journaliste de l'effet papillon, là, Bernard Chaumont, je pense, si je me trompe pas. Vous irez voir ça sur YouTube, là, le Dictature Tour, il fait le tour des pays en dictature, puis il parle justement des dirigeants de Corée du Nord et tout, là. Je me souviens pas c'est quel pays, là, que la ville qui a été construite justement juste pour faire une nouvelle capitale. C'est en Birmanie, si je me trompe pas. En Birmanie, donc... C'était pas dans la liste, mais en soi, ça devrait, là. Ouais. Mais bon, une ville construite où il y a personne qui habite dedans juste pour faire une autre capitale. Mais bon, Pyongyang, en Corée du Nord, lieu touristique fantastique. Donc, l'hôtel probablement le moins occupé au monde après le motel idéal, quoique il est occupé pour des mauvaises raisons. Ben écoute, toi, c'est des mauvaises raisons. Pour d'autres, c'est leur travail. C'est ça. Le pire dans tout ça, c'est pas qu'il y a un hôtel de 330 mètres de haut et de 360 000 mètres carrés, mais la durée de construction de cet hôtel-là. Okay. La construction a débuté en 1987, alors qu'un groupe sud-coréen venait d'achever le plus grand hôtel du monde, le Westin Stamford Hotel à Singapour. Fait que ça l'a fait bouillir de rage le très peu complexé Kim Il-sung qui fait genre « Ben c'est moi qui va le faire, le plus gros hôtel au monde ». Wow. Fait que l'achèvement de la construction était prévu pour 1989, 2 ans plus tard. Ouais. Mais a vu sa construction arrêtée en 1992 par manque de financement après de nombreux retards. La construction aurait à ce moment-là coûté 750 millions de dollars, ce qui est une somme assez importante quand ta population a la difficulté à avoir suffisamment de nourriture pour se nourrir et qu'il y a aussi des problèmes d'électricité. Donc, tu te dis, ben, peut-être que l'hôtel, ça va passer en second plan. Mm-hmm. Par contre, c'est le fait que l'hôtel est demeuré sans fenêtre ni aménagement intérieur pendant les 16 années suivantes. Donc, il y avait la structure, mais il n'y avait pas de vitre d'installer sur le gros hôtel de 105 étages. Oui, effectivement, c'était une horreur. Et on parle du gouvernement nord-coréen ici. Donc, pendant ces 16 années-là, ils ont démenti l'existence de l'hôtel. Et dans les documents officiels, mettons une photo de la ville, ils photoshoppaient l'hôtel, ils l'enlevaient. Oh my god! Pour dire non, ça n'existe pas, cet hôtel n'est pas fini là. Puis si tu regardais une carte géographique de la ville, c'était pas inclus non plus. Une belle honte pendant 16 ans. Finalement, la construction a repris en 2008 pour se terminer en 2012, en faisant pas plus quelque chose d'utile, mais au moins il a pu réapparaître sur les cartes. Maintenant, là, ils s'en cachent plus, puis ils mettent des photos, regardez comment c'est beau notre hôtel. Il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres maintenant. Bravo les Nord-Coréens. Donc voilà pour ma partie. Maintenant, ben, vous pourrez non seulement utiliser une nouvelle expression, expliquer son origine, mais aussi rire de d'autres pays par le fait même. Un tour du chapeau incroyable pour vos parties de famille, pour détourner l'attention lorsque le sujet des élections va inévitablement venir à la table. Ben, surtout que c'est un petit peu politique, là, ce sujet-là, vu que c'est quand même l'argent des contribuables. C'est ça. Fait que quand ils vont charler contre notre gouvernement, on va dire « Oui, mais savais-tu qu'en Roumanie, ils dépensent de l'argent. » On parlera pas de la Russie, par contre, parce qu'apparemment, c'est un débat entre moi et Hélène, mais bon, dans le reste, ça va. Ben non, c'est pas que c'est un débat, ça m'a outré aussi, mais c'est juste que, genre... Juste moins. C'est ça. Je suis comme... On dirait qu'il y a plus rien qui m'étonne, surtout de cette partie-là du monde.
Ouais, étant donné le contexte actuel. Ouais, non, mais l'important, c'est de rire de eux. C'est tout ce qui compte. Ouais, c'est ça. Écoute, Will, moi, de mon côté, je me suis dit que, bon, évidemment, j'avais pas accès à ton texte, ni ce dont tu allais parler, mais je me suis dit que ce serait bien d'ajouter justement une note positive à cet épisode, hein, en parlant de structures ou de concepts innovants qui servent pas juste à suctionner l'argent des contribuables, justement, mais plutôt qui ont le potentiel de changer notre société sur plusieurs plans, je le crois. Comprends-moi bien ici, je parle pas juste de mini-maisons ou de vieux containers transformés en fermes, là. C'est des idées vraiment hot pour le développement durable d'une communauté, mais je voulais surtout faire découvrir des projets concrets qui ont pas juste un impact écologique ou économique. Fait que je suis tombée sur 3 concepts où chaque fois, ma réaction, ça a été voir qu'on n'y a pas pensé avant. Genre, oh wow, c'est bien nice. Ben pas juste oh wow, c'est bien nice, genre à quel point qu'on est idiot pis qu'on aurait pu faire ça depuis tout ce temps-là. Je commence en te parlant de Zootopia. J'imagine que ça éclaire peut-être une petite ampoule au-dessus de ta tête. J'imagine que tu veux pas parler juste du film, puis j'imagine que c'est une ville pour des animaux, quelque chose comme ça? T'es pas loin. En fait, avant d'être un film de Disney, c'était, et c'est encore aujourd'hui, le nom d'un nouveau zoo. En fait, le zoo de Givskud, au Danemark. Je prononce clairement pas bien le nom, mais regardez, c'est ça qui est ça, hein. Les gens au Danemark nous écoutent pas encore. Bon, on sait pas. Bref, tu vas me dire, qu'est-ce que ce zoo-là a de plus que celui de Granby ou le parc Omega? Ben, tout simplement que c'est un reverse zoo. C'est les gens qui sont en cage puis les animaux qui sont autour de nous? C'est exactement ça. What? En fait, outre le fait d'être une attraction touristique, un zoo, c'est aussi un lieu de recherche puis d'observation scientifique de conservation de la faune, hein? Ce qui est un peu contre-intuitif quand on pense que les animaux sont enfermés dans des cages aux antipodes de leur milieu de vie naturel, ce qui soulève évidemment pas mal de questions éthiques. Ben, Zootopia, justement, c'est pas les animaux qui se retrouvent dans des espaces clos, mais les humains, puis là, c'est la purge. Non, je recule. Mais j'essaie juste de comprendre comment que tu te rends là. Y a-tu comme des chemins souterrains qui t'amènent avec des cages? J'imagine que tu vas tout m'expliquer ça. C'est à mon tour d'être trop vite. Exactement. OK. Les endroits où les humains peuvent circuler, en fait, ils sont camouflés pour que les animaux aient l'impression d'évoluer dans un environnement auquel ils sont déjà habitués, qui ressemble à leur milieu de vie naturel, et où normalement, il n'y a pas d'interaction avec des humains, là. Tu sais, la savane, il n'est pas censé y avoir de safari, là, normalement. C'est rare qu'il y a des jeeps de façon naturelle, hein? Exactement. Puis là, ben, tu te dis, OK, comment ils camouflent ça? Puis en fait, il y a des tunnels souterrains, comme tu disais, il y a des ponts, il y a des bunkers sous l'eau, et il y a aussi des capsules surélevées, là, des espèces de bulles connectées à une tyrolienne, mais qui bougent pas nécessairement pour voir les animaux en hauteur. Attends, je comprends pas. Dans le fond, le tout c'est séparé avec des barrières naturelles, genre des rivières, ou encore c'est muni de miroirs sans teint. Fait que les gens, quand ils vont visiter le zoo, ils peuvent se déplacer à pied, à vélo ou en bateau. Mais mettons qu'ils sont en vélo, le vélo, il est comme muni d'une capsule autour. Fait qu'il y a juste, mettons, les roues qui dépassent, puis la capsule est comme recouverte d'une matière réfléchissante. Fait que ça fait comme un miroir sans teint. Fait que toi, tu peux voir à l'extérieur, mais les animaux, ils peuvent pas te voir. Hey, moi, j'imagine juste, genre, l'éléphant qui te rentre dedans comme par hasard. Fait que, vous voyez que c'est ça? Ouais, ben écoute, on mettra des photos sur Instagram là, pour vous montrer, mais le principe, vraiment, c'est qu'une fois de plus, tu puisses te déplacer tout en passant inaperçu pour les animaux. C'est cool. Ça permet donc aux animaux non seulement d'être beaucoup plus libres, mais aussi d'améliorer grandement leur qualité de vie globale. Pour information, le nom Zootopia, ben comme je vous dis, ça existait avant le film. En fait, le nom il a été déposé au début des années 2010 en vue du 50e anniversaire du zoo de Givskud qui avait été inauguré, lui, en 1969, qui était un zoo normal, c'est juste plus style récent. zoo de Granby pis tout ça. Mais là, ils se sont dit « Hey, on va frapper fort pour notre 50e anniversaire, on va faire un reverse zoo ». Fait que les travaux ont été entamés en 2019, mais comme l'attraction s'étend sur plus de 120 hectares, ça devrait prendre une bonne vingtaine d'années pour comme clore le projet au complet. Fait qu'il n'y a pas encore tant de vélos avec les petites bulles qui se promènent. Exactement, mais tu vois les plans pis tout ça, c'est vraiment, ils appellent ça le zoo du futur, là, pis c'est littéralement ça, là, t'as l'impression que les capsules, c'est comme des œufs, mais la coquille, à place d'être blanche, c'est un miroir. Ouais, je fait comprends. que, tu vois la délimitation de l'œuf, mais l'animal, lui, est comme... T'as sûrement pas déjà vu les 2 derniers Jurassic Park, là, les plus récents, là, où ils se promènent dans le genre de petites bulles en verre. J'ai vu celui... avec c'est Chris quoi Pratt, le nom? là. Ouais, je l'ai vu, Tu sais, celui-là. comme il y a les enfants qui se promènent dans des petites bulles Oui, en verre, là. c'est exactement ça. T'as vu ce film-là, Hélène? Ouais. Parce qu'Hélène a jamais vu aucun film de culture générale, fait qu'on est fiers d'elle aujourd'hui. Franchement, moi, le cinéma d'auteur, là.
Même pas. Jurassic Park, c'est le cinéma d'auteur. Non, mais dans le sens où, genre, moi, j'écoute juste du cinéma d'auteur, ce qui est pas en tout vrai, en fait. Non, du cinéma d'auteur sur YouTube, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour la première construction, le premier projet, en fait, dont je voulais te parler. La deuxième création, c'est pas exactement un bâtiment. Puis de ce que j'ai pu voir, on est encore en phase de prototypage et non de commercialisation, mais tu vas comprendre pourquoi assez rapidement, j'ai envie de te le présenter. En fait, on est encore en 2019. Les instigatrices... On est en 2022, Hélène. Non, mais le projet, ça passe en 2019. Ben, il a commencé en 2019. Oui, c'est ça. C'est une machine à voyager dans le temps qui nous ramène juste en 2019 pour qu'on puisse vivre enfin le petit moment avant la pandémie. Oui, non, c'est pas ça. Ah, ok. Les instigatrices se prénomment Pasha Jones et Adriana Vutrano. Attention, ce ne sont pas des architectes, mais bien deux Montréalaises d'à peine 15 ans qui ont créé une maison portative dans le cadre de l'Expo Sciences de leur école secondaire. J'ai beaucoup de questions. Oui, ben laisse-moi commencer, puis après tu me poseras les questions, puis je te donnerai les réponses si je les ai. Okay. Donc, pour la petite histoire, l'oncle de Pasha s'est retrouvé à la rue, notamment en raison de troubles psychologiques, et il y est malheureusement décédé sans avoir pu retrouver un toit. Fait que les deux filles ont décidé de créer un projet dans le cadre justement de l'Expo Sciences de leur école secondaire, qui viendrait en aide aux personnes itinérantes, et c'est-à-dire un abri portatif isolant. On mettra des photos encore une fois sur Instagram pour vous montrer, mais pour le décrire simplement, c'est un peu un amalgame entre une tente et un sac de couchage, là, dans le fond, donc c'est long comme un sac de couchage, mais c'est surélevé un petit peu comme une tente. Puis c'est quoi la différence avec une tente, mettons? Ben, j'y arrive, justement. On s'entend, ça viendra pas éradiquer l'itinérance, mais je trouve ça impressionnant de voir que des filles de 15 ans ont conçu un abri qui peut être utilisé été comme hiver, selon des températures normales de saison. C'est-à-dire que grâce à une couverture isolante, on peut y gagner entre 6 et 7 degrés durant la saison froide. Donc, une nuit à 0 degré, c'est très supportable. Les filles l'ont testé, là, justement. Ils ont passé une journée complète à 0 degré dedans. Puis lors des journées plus chaudes d'été, donc les journées de canicule, l'abri est réversible pour réfléchir les rayons du soleil et donc conserver une certaine fraîcheur à l'intérieur. Le tout pèse moins de 2 kg et se transporte facilement en sac à dos et se déplie comme un accordéon. Fait que c'est vraiment un sac de couchage, mais comme qui donne de l'espace un petit peu plus, là, puis ça fait vraiment une mini-maison. Le plus beau dans tout ça, c'est que elles ont trouvé tout le matériel, donc des cerceaux, des bâches et des couvertures de survie, dans des centres de rénovation et qu'avec une grande production, elles estiment que le coût de fabrication reviendrait à 10$ l'unité, ce qui est franchement pas très cher, je trouve. C'est pas cher, puis c'est facile à pouvoir distribuer aux sans-abri par la suite. Là. Puis aux dernières nouvelles, elles étaient à la recherche justement de partenaires et d'investisseurs pour mettre au point le tout et le distribuer à plus grande échelle, donc avis aux intéressés, vous pourriez googler leur nom. Il y a d'ailleurs un Californien de 17 ans, Jordan Zighetti Laren, qui a poussé cette idée encore plus loin. Je pense pas nécessairement que c'est inspiré de l'idée des filles, mais lui aussi il était très sensible à la cause de l'itinérance, puis il a voulu offrir protection, intimité et dignité aux personnes itinérantes avec son projet Homes to Go. En fait, c'est l'inventeur d'un chariot tout en un, si on veut. Donc, dans le chariot, on y trouve un lit rétractable, des seaux de rangement, une toilette d'urgence, une table pliante et une bâche pour se protéger. Puis bâtir un chariot, ça lui prend environ 90 minutes selon ses tests. Il a fait ça dans son garage avec les outils de son père, genre au début de la pandémie parce qu'il y avait rien à faire. Puis il est distribué gratuitement aux sans-abri. Il aimerait d'ailleurs créer une OSBL pour lui aussi maximiser sa capacité de production. Très cool. Il y a d'ailleurs une page GoFundMe qu'on pourra vous mettre en lien sur Instagram et Facebook, où il a déjà récolté plus de 22 000$ sur un objectif de 25 000$. Fait que très cool parce que la nouvelle est sortie, je pense, l'année dernière en mars. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour lui. Puis encore une fois, ben, avis aux intéressés, on vous mettra le lien de la page GoFundMe sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'à date, il en a construit plus d'une trentaine déjà, donc c'est un très très beau projet, je trouve. C'est pas à grande envergure encore, mais un beau début de projet très cool pour le futur. Et bravo encore aux deux petites filles de 15 ans, tandis que moi, à mon expo science, j'ai fait un exposé sur le rire, où ce que je parlais du fait que les rats rient. On pourrait en parler dans un épisode un jour, revenir dans mes souvenirs d'il y a 12 ans. Ouais, ça s'en vient à la trentaine, ça fait mal. Non, mais c'est juste de dire, comme ça fait très longtemps que j'ai parlé de ça, c'est un sujet très très cool, très intéressant, mais vraiment moins utile à la société que ce que ces deux filles-là ont fait. Ah ben,
rire 20 minutes par jour, c'est bon pour la santé en même temps. Oui. Mais non, c'est vrai que déjà, c'est une fierté que ce soit des Montréalaises qui a fait ça, puis surtout que ce soit un projet qui soit utile autant l'hiver que l'été. T'sais, ils ont pris tous ces facteurs-là en compte. À Montréal aussi. Ouais, puis encore une fois, je le dis, ça va pas éradiquer l'itinérance, mais reste que... Au moins, ils vont pouvoir le faire... d'offrir cette alternative-là à des personnes qui... Tu sais, des fois, les sans-abri, ils veulent pas nécessairement aller dans des centres d'hébergement, puis c'est bien correct. Des fois, ils sont à pleine capacité aussi. Hein. Avec ce genre d'initiative-là, tu sais, je sais qu'il y a des manteaux, sacs de couchage aussi qui existent, il y a plein d'affaires comme ça, mais c'est surtout que ce que je trouvais nice dans ce projet-là, c'est que c'est un des projets les moins chers. Fait que, tu sais, un sans-abri qui va, je sais pas, fouiller dans un container, tu sais, il peut trouver ce matériel-là puis se bâtir ça lui aussi quasiment. Mais là, ce serait, je pense, des choses qui seraient distribuées justement gratuitement dans des centres d'hébergement pour... pour pas qu'il y ait à dépenser exactement. 10 piastres, comme va quêter sur le bord du Tim Hortons puis reviens-moi pour t'attendre, là, ça sera pas ça. Là. Non, c'est ça, mais tandis que, mettons, le sac de couchage, tu sais, j'ai vu des projets qui étaient très cool, mais c'était genre 100 piastres l'unité, là. Je pense que l'objectif n'est pas de faire payer les sans-abri, mais que dans tous les cas, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Exactement. Compliqué à scale up. Le dernier projet dont j'ai envie de te parler, c'est Odgeway, qui se trouve en banlieue d'Amsterdam, la capitale du Pays-Bas. Sa particularité, disons que l'âge moyen y est très élevé, puisque Odgeway, c'est pas une simple maison de retraite, en fait, c'est un village pour les personnes atteintes de démence, comme l'Alzheimer. OK. En fait, cette idée-là, elle est née d'un constat tout simple, ça va pas bien dans les CHSLD. Ouais. Là-bas aussi, pas juste ici. Non, ben c'est ça, je plaisante, les Pays-Bas ont pas eu vraiment besoin de regarder comment on traite nos aînés au Québec pour mettre au point un tel projet, hein, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 50 millions de personnes dans le monde souffriraient actuellement de démence, et on répertorie près de 10 millions de nouveaux cas chaque année, ce qui est quand même énorme encore une fois. Puis bref, la démence, c'est l'une des principales causes justement d'invalidité et de perte d'autonomie chez les personnes âgées, hein, souvent. Quand on va dans un CHSLD, c'est tout le temps des gens aux prises avec une maladie neurodégénérative comme justement l'Alzheimer, le Parkinson ou des choses comme ça. Pourtant, je pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que c'est encore très tabou, même chez les proches d'une personne aux prises avec ce type de trouble. C'est souvent les enfants d'une personne âgée qui a de la démence, ils reconnaissent plus leurs parents. Ouais, c'est difficile pour la famille aussi, c'est pas juste pour... c'est ça, ils comprennent pas ce qui se passe dans leur tête, etc. Pour quelqu'un, tu sais, qui est pas confronté à ça au quotidien ou qui gravite dans l'univers médical, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre la démence, puis justement, c'est très tabou. Fait que ça peut créer non seulement de la stigmatisation envers les personnes atteintes de démence, hein. Souvent, ils vont avoir moins de visites, par exemple, mais aussi avoir des impacts physiques, psychologiques, sociaux et économiques. Puis on pense entre autres à justement la négligence, l'isolement, mais également à la surmédicalisation des troubles cognitifs. Donc c'est des gens qui reçoivent énormément de médicaments par jour, ce qui les rend un petit peu genre quasiment légumes là, genre exactement. Juste sont assis sur leur divan que puis le temps attendent, passe. c'est ça. C'est triste quand même, là. Ouais. Fait que l'idée derrière Odgeway, c'était de troquer justement les couloirs beige et drab des maisons de retraite plus traditionnelles pour une structure qui permettrait d'améliorer la qualité de vie et l'inclusion sociale des personnes atteintes de démence et par le fait même soulager leur famille. Donc ces personnes, ils ont besoin d'une stabilité et d'être dans un environnement qui leur est familier. Ce qui n'est certainement pas le cas d'un CHSLD, hein, même si le manger mou il a suivi dans le village d'Odgeway. Mais on s'entend qu'il y a rien de moins chaleureux qu'un CHSLD ou un hôpital. Moi, je suis tellement pas à l'aise dans ces lieux-là, là, c'est dégueulasse. Pour citer l'instigatrice du projet, Yvonne van Amerongen, Het doel is de persoon, het individu, de waarderen en te helpen zich gewoon leven te leiden. Ou en français... Très clair. Oui, s'il te plaît. L'objectif est de valoriser la personne, l'individu, pour l'aider à vivre sa vie comme d'habitude. Tu vois, c'est une idée toute simple, pas comme le néerlandais. Ouais, c'est ça, c'est pas mal plus clair de même. Surtout que, clairement, que j'ai dû faire énormément de fautes avec mon vieil accent dégueulasse. Probablement, là, de fond de région, de... Mais bref, c'est pas pour rien non plus qu'on dit que c'est un village. En fait, dans le périmètre d'Odgeway, parce que ça, mettons, la superficie d'un quartier, là, si on veut, on compte une épicerie, des aires communes et même un bureau de poste. Puis chaque maison est occupée par un groupe de 5 ou 6 patients et les soignants ne portent pas d'uniforme, ce qui donne un peu l'impression qu'ils sont comme des concitoyens. Fait que c'est comme des mini-résidences dans un quartier, genre. Ouais, exactement. Puis tu sais, ben, le quartier, évidemment, il est comme clôturé pour éviter que les personnes fassent des fugues, là, ce qui arrive souvent... Puis il doit y avoir des terrains de pétanque aussi.
Probablement, là, mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires, mais résultat, les patients sont plus stimulés et plus heureux parce qu'on réduit les symptômes d'anxiété, de dépression et d'agitation, en plus de favoriser l'interaction sociale. Ils habitent avec d'autres personnes, on leur fait faire des activités, on leur donne aussi beaucoup moins de médicaments psychotropes et il y a donc moins d'interventions médicales, donc moins besoin de personnel aussi. C'est sûr qu'il y a certains professionnels en gérontologie qui ont émis leur réticence par rapport à ça, parce qu'ils pensent que ça peut créer un problème éthique à long terme, dans le sens où les personnes aux prises avec de tels troubles ne se rendent plus compte à mesure qu'elles sont dans l'équivalent d'un CHSLD. Fait que c'est comme si on leur mentait. Mais tant qu'à moi, pour avoir côtoyé de près la maladie d'Alzheimer, les bénéfices surpassent de loin ce questionnement, dans le sens où moi-même, mettons que j'ai à souffrir de démence plus tard, je le dis tout de suite à mes futurs enfants, là, je préfère être placée dans un endroit où je vais vivre heureuse dans l'illusion que tu sais, tout va bien, plutôt que de me faire rappeler constamment que je suis malade puis que je suis dans un lit d'hôpital, mettons, puis que je fais juste être légume, justement, comme tu disais. Je veux dire, dans la catégorie mensonge, il y a plus destructeur que ça, là. Totalement. Puis dans mon cas, c'est vraiment « ignorance is bliss », là, comme les Anglais disent. Puis cette initiative, ben, elle a fait le tour du monde, évidemment, ce qui a grandement contribué à déstigmatiser les maladies neurodégénératives. Tant mieux. On a encore, évidemment, beaucoup de chemin à faire. Mais l'idée a été reprise au Canada. En 2019, le village de Langley, en Colombie-Britannique, devenait le premier village de démence au pays. Sur le terrain de 2 hectares, on retrouve des chalets où habitent les résidents, une épicerie, un salon de coiffure, un café, un potager et une ferme. On y a même installé un faux arrêt d'autobus pour vraiment donner l'impression d'une vie normale. J'imagine juste le gars qui attend l'autobus pendant 6 heures dans la journée. Comme, voyons, c'est bien long! Oui. Les résidents, évidemment, ont tous un bracelet qui permet de les laisser circuler librement, mais aussi de les géolocaliser. C'est comme un bracelet qui donne un choc si tu dépasses la clôture, là? Non, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que, mettons, on leur donne pas d'argent, tout ça, là, ils font leurs petites affaires, puis après, on s'arrange avec les familles. Je te cache pas que ça coûte quand même très cher, là, sûrement, là. Ça doit être c'est autour de, comme, 7000 $ par mois, mais les animaux de compagnie sont acceptés, fait que si jamais, tu sais, il y a des gens pour qui c'était vraiment un game changer, là, dans les articles que je lisais, là, que justement, ils pouvaient amener leurs animaux. Ça l'a beaucoup... Exactement. Puis il n'y a aucun aspect qui est négligé dans le sens où il indique la date à plusieurs endroits justement pour aider les personnes âgées à s'en rappeler de OK, aujourd'hui on est lundi, demain on est mardi, etc. La décoration est très vivante, c'est des couleurs pastel. Ça rappelle aussi un peu leurs jeunes années, mettons de la déco un petit peu plus rétro pour les années 70 ou des choses comme ça. Il y a beaucoup J'ai vraiment hâte que ça soit rendu notre tour, puis ça va être juste des affaires comme de LMFAO, ces murs. C'est ça. Avec des petites couleurs vives, là, genre vert fluo. Ah ouais, ça va être merveilleux, là. La gang de vieux qui écoutent Everyday I'm Shuffle. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, ils vont intégrer aussi des textures. Tu sais, tous leurs sens sont comme un petit peu multipliés, là, dans ceux qui vivent avec des démences. Dans le sens, mettons, moi, ma grand-mère, elle avait l'Alzheimer, puis elle touchait beaucoup. Ça avait quelque chose de rassurant, toucher une texture qu'elle connaissait, comme, mettons, du velours, ou tu sais, des trucs doux. C'est pas qu'ils deviennent genre Daredevil, puis qu'ils sont capables d'être surhumains, là. Okay. Non, c'est vraiment qu'il y a de quoi de rassurant, un peu comme si t'avais une doudou quand t'étais enfant, tu sais. Ouais. Ça va leur rappeler certains souvenirs, tout ça. Donc c'est important de stimuler leur sens, dans le fond. Puis il y a presque un employé aussi par habitant, fait qu'il y a toujours des activités aussi pour faire travailler la mémoire, puis essayer de limiter, entre guillemets, le développement de la maladie. Fait qu'écoute, moi, ça fait le tour des projets sociaux que je trouvais vraiment inspirants et innovateurs, puis que j'avais envie de présenter aujourd'hui. Je sais que c'était une partie d'épisode un petit peu moins ludique qu'à l'habitude. Plus sérieuse, on dirait, mais en même temps, notre but avec le podcast, je me suis dit, tu sais, c'est aussi de faire découvrir justement des initiatives qui sortent de l'ordinaire, puis tant mieux si elles peuvent être porteuses de sens pour une fois et pas juste niaiseuses, hein. C'est pas juste des scientifiques fous qui se sont tués avec leur machine, là. Des fois, on est un peu pertinent. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, ben, si vous en voulez plus, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous donner une note. Ça vous coûte rien, ça ne nous fait pas faire d'argent pantoute, mais Dieu que ça nous encourage à poursuivre cette aventure dans laquelle on s'est lancé. Puis pensez aussi à nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, où on glisse des contenus exclusifs, divertissants et très souvent mind-blowing, hein, je dois dire. Là. Des fois, c'est assez déconcertant ce qu'on publie. Très court, mais très instructif. Ouais. Puis sur ce, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Yes, bye-bye. Bye.